nos excuses pour ces quelques minutes de retard, mesdames et messieurs. Bonjour à tous, vous qui nous regardez à la télé sur Canal 410 et sur la 89 sur Kavi FM. Vous pouvez nous suivre également sur notre application mobile Kavi Média. Vous êtes dans votre émission d'analyse et de décryptage, le scanner. Nous recevons deux invités dans le numéro de ce matin. Il s'agit de Yatia Mansaré, président du FONAGEP, Forum national des jeunes des partis politiques. Notre consultant sociologue, analyste social et politique, M. Mahamoud Touré, l'invité de tous les jours, sera également avec nous sur ce plateau pour le décryptage des articles de la Constitution. En cette période de campagne référendaire, des mouvements se mettent ensemble en vue d'une élection apaisée. On parle ici de SIMPEA pour le passage de la synergie nationale pour les élections apaisées, composée de 5 structures, à savoir le FONAGEP, le CNJ Guinée, le CCF-PPG, la LGP et le RIMFEP. Et avant de clore cette émission, nous vous amènerons à l'intérieur du pays à travers des témoignages de la campagne référendaire recueillis par notre envoyé spécial Abdallah Kamara. Bienvenue donc à tous. Je le disais tantôt, notre pays bat au rythme de la campagne référendaire depuis le mois d'août. Et il se fait des mouvements sociaux et politiques naissent afin d'apporter leur contribution pour la bonne tenue de ce scrutin. Dans ce cadre, nous recevons des invités ce matin. Bonjour donc, Monsieur Yatia Mansaré. Bonjour madame et bonjour à vos millions de téléspectateurs. Je rappelle que vous êtes le président du FONAGEP, Forum national des jeunes des partis et politiques. Effectivement, je suis le président en exercice du bureau exécutif national du Forum national des jeunes des partis politiques de Guinée. Mais je suis ici sur ce plateau ce matin au nom de la synergie nationale pour des élections apaisées, une synergie constituée de 5 structures, à savoir notre structure, le FONAGEP, le Conseil national des jeunes de Guinée, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée et le réseau des femmes africaines, anciennes ministres et parlementaires. C'est compris, Monsieur Mansaré. Bonjour à vous. Monsieur Mahmoud Touré, notre consultant sociologue. Bonjour, Kébé, et bonjour à tout le monde. Bonjour à vous également, Manatou Diallo. Bonjour, merci donc à tous de nous honorer de votre présence. Avant d'ouvrir le débat, nous partons avec la lecture de quelques articles de la Constitution avec vous, Manatou Diallo. Cette rubrique vous est offerte par Anaïm Guinée. Bien sûr, aujourd'hui nous abordons le chapitre 2 de cette nouvelle constitution qui concerne donc le Premier ministre. Article 80. Le Premier ministre est choisi parmi les citoyens guinéens reconnus pour leur intégrité, leur existence professionnelle et leur haute qualification dans l'un des domaines économiques, social, juridique, technique ou scientifique et leur bonne connaissance des réalités sociopolitiques, économiques et culturelle du pays. Le président de la République met fin aux fonctions de Premier ministre. Une loi fixe les autres titulaires de fonctions soumises aux dispositions du présent article. Article 81. Le Premier ministre est le chef du gouvernement. Il impulse, dirige et coordonne l'action gouvernementale. Il préside des conseils interministériels et des réunions ministérielles. Article 82. Dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de sa prise de fonction, le Premier ministre dépose à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens
dans un délai n'excédant pas 10 jours à compter de la cessation de ses fonctions. Le Premier ministre dépose donc à la Cour constitutionnelle la déclaration écrite sur l'honneur de ses biens. Le Premier ministre prononce un discours politique général devant le Parlement réuni en Conseil de la Nation au plus tard 60 jours à compter de sa prise de fonction. Ce discours politique général est suivi de débats sans vote. Je vais... Vous a été offerte par Anaïm Guinée. Je vais me tourner vers vous, Monsieur Mahmoud Touré, pour parler de la légitimité sociale du texte. Selon vous, ce projet de constitution reflète-t-il les aspirations profondes de la société ou est-il surtout une production politique? Merci Madame Kébé. Je dirais que les deux à la fois. C'est non seulement une aspiration profonde de la société, mais aussi une aspiration, une production politique. En parlant d'aspiration profonde de la société, il faut dire que le processus même de rédaction de cette nouvelle constitution fut une large consultation des citoyens, des organisations de la société civile et des partis politiques et des populations. Donc c'est le concours de toutes les couches de la société guinéenne qui a abouti à ce projet de nouvelle constitution. Donc on pourrait dire que cette nouvelle constitution émane d'un consensus large et plus susceptible de refléter les aspirations des peuples. En parlant d'aspirations des peuples, il faut dire que ce projet répond, en lisant les articles, on voit que ce projet répond aux préoccupations fondamentales de la Guinée ou des Guinéens, notamment les droits de l'homme, la justice sociale, la gouvernance démocratique, la lutte contre la corruption et le développement économique. Ça, c'est le premier aspect. Le second aspect, on pourrait dire aussi que le projet de nouvelle constitution est une production politique. Est une production politique. Une production politique en ce sens que le projet de nouvelle constitution est considéré comme le résultat du processus politique. Le résultat du processus politique et qui a impliqué des débats, des négociations et des compromis entre les différentes parties politiques ou des parties prenantes, y compris le gouvernement, les partis politiques, la société civile et puis les citoyens. Donc c'est aussi une production politique pour permettre une meilleure gestion politique. Nous venons de suivre tout à l'heure les trois articles 80, 81, 82 qui parlent déjà de la fonction du Premier ministre. Donc là, on se rend compte que c'est une fonction politique et ça nous permet de comprendre largement qui doit être choisi comme Premier ministre parce qu'il est nommé. Donc on doit le choisir en tenant compte de ses compétences, en tenant compte de sa probité, mais en tenant compte aussi de ses compétences professionnelles et en tenant compte aussi de toutes les aspirations politiques du pays. Donc c'est aussi une production politique. Donc on pourrait dire que la Constitution reflète les aspirations politiques pour une bonne gouvernance, un changement gouvernemental et un idéal démocratique. Alors, comment mesurer la légitimité d'un texte constitutionnel de point de vue sociologique? Est-ce une question de représentativité, de langage, d'ancrage culturel? Alors, pour mesurer la dimension sociologique de cette nouvelle constitution, il est essentiel d'évaluer dans quelle mesure la population accepte et adhère aux principes énoncés dans cette constitution. Donc, c'est l'acceptation et l'adhésion de la population à cette nouvelle constitution qui exprime sociologiquement sa légitimité. Parce qu'en parlant de légitimité, il faut dire que c'est l'adhésion populaire. La légitimité, c'est l'acceptation populaire de toute la population. Donc la légitimité est sociale. Donc ça veut dire, cela va permettre de mesurer, on peut le mesurer par des sondages d'opinion, des études qualitatives et aussi l'analyse des différents discours publics.
Toujours, il faut dire que la légitimité de cette constitution serait mise en question si elle ne reflète pas la diversité de la société guinéenne. Chose que je pense qui n'est pas trop observée dans cette nouvelle constitution, parce que si aujourd'hui les campagnes se battent partout en République de Guinée et la population adhère, ça veut éventuellement dire que la population comprend à travers les messages qui sont diffusés dans les langues nationales et l'ensemble des textes ou des articles de cette nouvelle constitution, et la population se reconnaît déjà. Donc une légitimité. Ça veut éventuellement dire que cette constitution est légitime si elle est en accord avec les valeurs aussi et les normes de la société guinéenne. Donc, sociologiquement parlant, on pourrait dire, est-ce que les valeurs et les normes de la société guinéenne sont prises en compte dans cette nouvelle constitution? Je pense que oui, parce que le mariage des mineurs est supprimé ou interdit, et chacun est libre d'association, la liberté d'opinion, la liberté de culte et la valorisation des langues nationales. Il faut dire que l'efficacité, Madame Kébé, des institutions mises en place par la Constitution, dont nous venons d'écouter la fonction du Premier ministre, peut, pour garantir les droits et libertés, peut également influencer la notion de légitimité de cette Constitution. Et la capacité pour cette Constitution à évoluer et à adapter ou à s'adapter aux changements sociaux et politiques de la Guinée qui expriment sa légitimité. Donc j'ai dit tous ces aspects pour que sociologiquement on puisse comprendre que, ou la population puisse comprendre à quel point la Constitution, une Constitution qui ne s'adapte pas, une Constitution qui n'évolue pas en fonction du changement social, en fonction du changement politique, cette Constitution perd tout de suite sa légitimité. Donc une Constitution est légitime que si et seulement si les aspirations sociales, les aspirations politiques de la société dans laquelle elle est inscrite pour servir cette société, la société se reconnaisse dedans. Et deuxième aspect, vous avez dit ici, c'est une question de représentativité, de langage ou d'ancrage culturel. Exactement. En parlant de représentativité, il faut dire que la nouvelle Constitution est perçue comme un moyen de garantir une meilleure représentativité des différentes ethnies et groupes sociaux du pays. Okay. Est-ce que les différents groupes sociaux, les différentes ethnies se retrouvent dedans? En lisant tout à l'heure, la nomination du Premier ministre doit tenir compte de la représentation territoriale pour pouvoir porter un choix sur le citoyen. Ça, en Guinée, on s'en rend compte qu'il y a beaucoup d'ethnies aussi importantes. Donc c'est vraiment important ou crucial que la Constitution reflète les intérêts et les aspirations de toutes les communautés. En parlant du langage, le choix du langage dans la Constitution est aussi significatif. On s'est rendu compte que dans cette Constitution, le français c'est aussi la langue officielle, mais les langues nationales sont aussi officielles. Donc il y a une certaine valorisation des langues nationales. Et lorsqu'on lit la nouvelle Constitution, je pense que c'est dans un français facile, permettant à tout un chacun de comprendre ce qui est dedans. Je pense qu'il n'y a pas de français difficile qui nous permet de comprendre. Donc, la Constitution a été rédigée dans un langage accessible à la majorité de la population pour favoriser une meilleure compréhension et une plus grande adhésion des citoyens. Le dernier aspect, en parlant d'ancrage culturel. L'ancrage culturel, il faut dire que la Constitution doit tenir compte, c'est à nous de vérifier, ou doit tenir compte des valeurs et des traditions culturelles du pays. Donc cela peut inclure toutes les références en termes de pratiques politiques, en termes de pratiques culturelles, je veux dire, de systèmes de valeurs et des normes sociales qui sont importantes dans la société guinéenne. Donc je pense que c'est tous ces aspects-là qui expliquent l'esprit sociologique qui est dans cette nouvelle Constitution.
Merci, M. Touré. Nous avons compris ces explications. Alors, nous partons avec l'invité, M. Yatia Mansaré. Avec vous, nous allons parler de la synergie par rapport au scrutin. Dites-moi, qu'est-ce qui vous a motivé personnellement et collectivement à vous engager dans cette mobilisation? Alors, merci Madame pour cette question. Encore une fois, je remercie vraiment mes collègues de la synergie qui ont porté confiance en moi pour que je vienne porter leur voix ce matin au niveau de votre média. Donc la synergie nationale pour des élections apaisées, en abrégé SYMPA, est une initiative de 5 structures. Je l'ai dit à l'entame de l'émission, nous avons le Forum national des jeunes des partis politiques de Guinée, nous avons le Conseil national des jeunes de Guinée, nous avons le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques de Guinée, nous avons la Guinéenne en politique et nous avons le REFAMP qui est le réseau des femmes anciennes, des femmes africaines, anciennes ministres et parlementaires. Nous nous sommes dit qu'à l'occasion de chaque élection souvent, il y a des troubles et qu'il était important que nous nous mettions ensemble, que nous nous donnions la main pour que ces élections-là soient des élections apaisées. Dans la mesure où une élection référendaire est une élection citoyenne. Là, il n'y a pas de compétition politique entre des formations politiques ou des aspirants à la gestion de la chose publique. Bien sûr. Voilà ce qui nous a motivés, au-delà de nos obédiences différentes, que nous nous mettions ensemble, les jeunes et les femmes, pour que nous œuvrons ensemble, nous unissons nos forces afin que les élections du 21 septembre 2025 puissent se dérouler dans la paix, dans l'inclusivité, dans la cohésion. Et pour ce faire, nous avons initié des séries d'activités qui ont été lancées hier du côté de la mairie de Matoto tout près, avec l'appui de la DGE, la Direction Générale des Élections, qui a trouvé notre initiative très salutaire. Parce que vous ne direz pas le contraire, que chaque fois qu'il y a des troubles sociaux dans notre pays, les franges de la population les plus exposées, ce sont les jeunes et les femmes. Voilà pourquoi ces jeunes et les femmes que nous sommes, nous avons décidé de nous constituer en synergie pour sillonner tout le territoire national. Quand je dis sillonner tout le territoire national, parce que nous avons des représentations au niveau de l'intérieur. Chacune de nos structures a une représentation dans les 13 communes de Conakry, mais aussi dans les 33 préfectures de l'intérieur, soit les 46 circonscriptions électorales. Donc de ce point de vue, chacune des structures va y mettre de son effort pour mobiliser ses membres afin qu'on puisse vraiment sensibiliser les citoyens à aller massivement retirer leur carte d'électeur. Ensuite, sur la base de ces cartes d'électeurs, chercher vraiment à identifier leur bureau de vote et se préparer le jour du scrutin, c'est-à-dire le 21 septembre 2025, à aller voter librement et calmement dans la cohésion et la paix. Et à la suite du vote, il y a certainement les résultats qui vont être publiés. Et nous avons envisagé également d'autres actions pour amener les uns et les autres, étant donné que l'élection est une élection citoyenne, à exprimer leur voix. Mais au-delà de l'expression de cette voix, il faudrait que chacun de nous puisse vraiment contribuer au respect de la voix des autres. Parce que quand on parle d'élection,
on invite les uns et les autres à s'acquitter d'un devoir citoyen, celui d'aller voter. Mais lorsque vous votez, vous exprimez une voix. À côté de cela, vous devrez savoir qu'il y a d'autres aussi qui peuvent avoir des voix contradictoires. Donc autant vous aviez le droit d'exprimer votre voix, autant vous aviez le devoir aussi de respecter la voix des autres, même si elle est différente de la vôtre. Nous pensons donc que c'est par ce moyen qu'on peut vraiment contribuer à consolider ou à renforcer davantage notre processus démocratique. Monsieur Nyatia, vous avez parlé de la sensibilisation auprès des populations par rapport au retrait des cartes d'électeurs et vous envisagez d'autres actions, comme quoi vous faites allusion à quoi dans ce cadre après le scrutin? Après le scrutin, comme je l'ai dit, nous sommes, à travers nos démembrements, présents sur toute l'étendue du territoire national. C'est de continuer toujours à émettre des messages de paix, des messages de cohésion, pour dire encore une fois que le référendum, ce n'est pas pour voter pour un leader, mais c'est pour voter pour soi-même en tant que citoyen. C'est pour voter pour la nation. Et qu'on peut avoir des divergences, mais quand il est question de la nation, on doit tous se mettre ensemble, comme nos aînés l'ont fait. Il vous souviendra que dans le processus de l'accession à l'indépendance de la République de Guinée, il y a eu le même mécanisme, c'est-à-dire l'organisation d'un référendum. Quant à savoir si nous voulons continuer avec la communauté franco-africaine ou si nous voulons prendre notre indépendance intégrale. Et il vous souviendra historiquement qu'en Guinée, le 19 septembre 1958, j'allais dire, il y a eu la déclaration commune des leaders politiques de la République de Guinée, bien qu'ils étaient opposés sur plusieurs aspects, mais le 19 septembre, ils ont décidé de faire une déclaration commune quant à opter pour l'indépendance. Et c'est ce qui va nous conduire vers le 28 septembre, dont la résultante est le 2 octobre, qui est la date de notre souveraineté nationale. Donc nous nous disons qu'à chaque occasion qu'il y a un processus référendaire, il est important que chacun mette de son côté son intérêt personnel, ses considérations personnelles pour mettre la nation par-dessus de tout. Donc les différentes activités que nous avons envisagées au-delà de la sensibilisation, c'est de faire l'effort à ce que chacun puisse vraiment respecter les résultats qui sortiront des urnes. Et c'est par ce moyen que nous pouvons vraiment maintenir la paix et la quiétude sociale dans notre pays. Est-ce que vous menez vos actions sous fonds propres ou bien vous avez une subvention? Nous avons un appui. Nous avons un appui de la DGE, du MATD, c'est-à-dire la Direction nationale des élections. Et au-delà de cela, chacun de nous fait aussi de son effort à travers ses ressources pour que ces différentes activités soient vraiment menées à bien et couronnées de succès. Synergie d'action donc en vue d'une élection apaisée. Merci à vous, M. Mansaré. Avant de continuer le débat, nous allons partir avec Amanatou Diallo encore une fois pour la lecture de quelques articles. Cette rubrique vous est offerte par Anaïm Guinée. Article 83. Le Premier ministre est le chef de l'administration. Il assure l'exécution des lois, des règlements et des décisions de justice. Il dispose à cet effet du pouvoir réglementaire qu'il exerce par arrêté sous réserve de l'article 64. Les arrêtés du Premier ministre sont, s'il y a lieu, pris en conseil interministériel. Une loi définit les conditions d'application de la présente disposition. Le Parlement organise une fois par an la conférence des institutions. La conférence des institutions regroupe l'ensemble des membres des institutions de la République.
Article 84. Le Premier ministre nomme aux emplois civils définis par une loi organique sur la base des principes d'égalité, de probité, d'inclusion, de compétences et de représentation territoriale. Article 85. Le Premier ministre propose au Président de la République la structure du gouvernement. Le Président de la République nomme les ministres dans les conditions définies à l'article 66. Il met fin à leurs fonctions après consultation du Premier ministre. La composition du gouvernement doit refléter la diversité nationale. Le Premier ministre est responsable devant le Président de la République. Bien avant de procéder à la lecture du prochain article, j'aimerais bien poser une question à notre consultant. Donc, qu'est-ce que donc ça suppose, cette responsabilité du Premier ministre devant le Président de la République? La responsabilité du Premier ministre devant le Président de la République, mais écoutez, c'est le Président de la République délègue son pouvoir, vu que le Premier ministre est choisi. On est dans un régime présidentiel. Exactement. Donc le Premier ministre est choisi, comme vous l'avez lu déjà dans les articles, oui. Il est le chef de gouvernement. Donc le Premier ministre a la responsabilité de développer la politique du chef de l'État. Vu que le chef de l'État est dans une décision stratégique. Donc lui, il donne des décisions beaucoup plus stratégiques. Le Premier ministre, avec les membres du gouvernement, développe tout ce qui est décision technique et tactique. Et chaque ministre dans son département développe toutes les décisions opérationnelles pour atteindre la décision stratégique du président de la République. Alors, voilà. Cette fois-ci, nous partons avec les rapports de pouvoir, M. Touré. Dans quelle mesure ce texte redistribue-t-il les pouvoirs sociaux, notamment entre élites politiques, institutions traditionnelles et citoyens ordinaires? Écoutez, un pouvoir politique c'est l'émanation de tout ce que vous venez de dire. En parlant d'élite politique, c'est l'ensemble des compétences politiques à mettre leurs expériences, leurs compétences, leurs capacités au service de la nation. Les institutions traditionnelles, c'est l'ensemble de toutes les institutions, notamment l'institution de Premier ministre que vous êtes en train de parler. Et les citoyens ordinaires, en parlant des citoyens ordinaires, on a dit tout à l'heure que la nomination d'un Premier ministre, la nomination des hauts cadres représentant l'État doit émaner il faut avoir une représentation territoriale de ces nominations. Et avoir des compétences. Donc, c'est déjà une redistribution. C'est permettre à chacun, c'est permettre à toute la population guinéenne qui possède les compétences à exercer le pouvoir ou à développer une compétence pour servir l'État. C'est ce que cela signifie. Donc ça veut éventuellement dire que la nouvelle constitution dont nous faisons allusion vise à renforcer ces institutions démocratiques-là. Et cette nouvelle constitution vise à établir des mécanismes de séparation déjà de différents pouvoirs. Donc à travers la nouvelle constitution, on se rend compte qu'il y a une bonne séparation des pouvoirs, notamment les trois pouvoirs. Notamment. Donc ça va permettre de réduire même le pouvoir des élites politiques. Donc aujourd'hui, avec une division du pouvoir, le législatif n'a pas tous les pouvoirs, vu que le pouvoir législatif est limité, le pouvoir exécutif est limité, le pouvoir judiciaire aussi est limité. Et c'est la somme des trois pouvoirs qui permettent une bonne démocratie en République de Guinée. Exactement. Voilà. Peut-on donc dire que ce projet de constitution cherche à redéfinir les rapports entre le centre et les périphéries géographiques, sociales et culturelles? Oui, bien sûr. On peut le dire que la nouvelle constitution cherche à redéfinir les rapports entre toutes les périphériques et sur le plan géographique, social et culturel. Parce qu'on vient de parler de la représentation tout à l'heure. Vous n'êtes pas sans savoir que cette même constitution vise à mieux représenter la diversité régionale et à renforcer la décentralisation. Ce qui va permettre ainsi aux périphéries de bénéficier d'une plus grande autonomie et une meilleure prise de décision de façon spécifique. Aujourd'hui, avec la décentralisation, les collectivités seront autonomes. Les collectivités pourront gérer
projets de développement. Les collectivités pourront prendre en compte les préoccupations des populations de façon autonome et indépendante. Donc là, c'est déjà un bon aspect. Parce que en Guinée, il y a une certaine disparité entre la capitale et puis les autres régions à l'intérieur du pays. Donc avec cette nouvelle redéfinition de ce rapport entre la capitale et les autres régions, cela va réduire toutes ces différences considérables-là. Parce qu'aujourd'hui, dans les régions, il va y avoir toutes les représentations étatiques. Dans les régions, tous les projets de développement seront développés et ça peut même lutter contre l'exode rural. Ça peut permettre même aux fonctionnaires, parce qu'aujourd'hui, vous constatez qu'en République de Guinée, avec le recrutement des nouveaux fonctionnaires, je pense qu'on en a assez. Mais à l'intérieur, quand on prend la fonction au niveau du ministère de l'enseignement pré-universitaire, à l'intérieur, je pense qu'on a un déficit d'enseignants. Donc, mais avec la redéfinition du rapport entre le centre et les régions, je veux dire qu'on a créé les régions, ça va permettre à tout un chacun de regagner son différent poste de responsabilité et vivre pleinement sa vie. Et ça va encourager les fonctionnaires d'être à l'intérieur parce que beaucoup n'ont pas la possibilité d'y vivre à l'intérieur du pays parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. Mais en permettant aux collectivités une certaine autonomie, en permettant aux collectivités de gérer de façon indépendante tous les projets de développement, mais ça va permettre à chacun de nous de partir à l'intérieur du pays. On peut donc dire que ce texte constitutionnel favorise la démocratie dans notre pays? Eh bien oui, ça favorise la démocratie parce que quand on parle de démocratie, c'est un pouvoir qui doit être à mesure d'être au service de la population. Donc, une population aussi qui reconnaît ceux-là qui détiennent le pouvoir. Une population, après l'accession du pouvoir, une population qui s'en rend compte que ses préoccupations sont prises en compte par ceux-là que la population a accepté de donner une partie de leur liberté. Parce que la démocratie, au fait, c'est ça, au fait. La démocratie, c'est le fait que la population a accepté de donner une partie de sa liberté à un certain nombre de personnes qui, en retour, ces personnes-là reviennent protéger la deuxième liberté de cette population à travers tous les projets et en leur permettant de vivre pleinement sur le territoire guinéen. Donc, c'est un élément de démocratie, c'est important. Monsieur Touré, on parle d'une constitution qui nous ressemble et qui nous rassemble. Et vous l'avez signalé tantôt, donc pour que cette constitution reflète nos réalités, il va falloir que les populations à la base comprennent d'abord ce texte parce que c'est le texte fondateur. S'il est adopté, ça doit être le texte vraiment qui surplombe tous les autres, n'est-ce pas? Donc, alors, si cette constitution-là est adoptée aujourd'hui, vous pensez qu'elle va réellement amener la Guinée à sortir de tous ces maux et toutes ces difficultés dont on fait face depuis l'ancien régime? Déjà, c'est déjà un premier aspect de savoir pourquoi le texte doit être adopté. Parce que vous venez de le dire, c'est un texte fondateur. Exactement. Et l'ensemble des différents articles de cette nouvelle constitution ne parlent pas d'une réalité extérieure, mais parlent des réalités guinéennes. C'est ça, exactement. Donc par conséquent, rien que ça, c'est comprendre est-ce que la constitution, la nouvelle constitution, parle de la Guinée ou le Guinéen se ressent dans cette constitution en lisant la constitution. Est-ce qu'on se ressent? Si oui, ça veut éventuellement dire qu'il y a la notion déjà de ressemblance qui est là. C'est là la notion de ressemblance. Est-ce qu'on se retrouver dans... Je viens de dire tout à l'heure que la Constitution, pour qu'elle soit légitime, il faudrait que l'ensemble de la population se reconnaisse dedans. Donc, la ressemblance, c'est une légitimité de la Constitution. Donc, est-ce que la population guinéenne se ressent dedans? Je pense qu'avec le fait même de rendre les langues nationales officielles, c'est déjà un élément de ressemblance, exactement. Permettant aux populations qui n'ont pas eu la chance d'avancer au niveau des études ou d'étudier, de comprendre dans sa langue maternelle ce que ça veut dire. C'est déjà un élément de ressemblance. Ça vise à rapprocher la Constitution
à la population. Donc ça, c'est un élément de ressemblance. Deuxième élément de ressemblance là, on sent que la Guinée, en majorité, nous sommes à 52-53% de femmes. C'est pas ça? Donc avec 52-53% de femmes, la Constitution définit un quota de 30% de représentation des femmes. Est-ce que les femmes se ressentent dedans? Ça aussi, c'est un élément de ressemblance. En Guinée, le taux de jeunes et de femmes est très élevé. La Constitution nous parle de la gratuité et de façon obligatoire la scolarité. D'accord? La scolarité de 7 ans à 17 ans. Est-ce un élément qui rassemble les Guinéens? Oui. Je pense que chaque Guinéen peut répondre. Oui. La Constitution parle je pense que toujours c'est revenir sur la gratuité de la césarienne. D'accord? Est-ce que ça va permettre aux femmes d'accoucher pleinement, aisément, facilement? C'est un élément à prendre en compte. Donc, qui nous rassemble parce qu'aujourd'hui, je viens de le dire, toute nomination à un poste de responsabilité pour le président de la République, le Premier ministre et tout ce qui s'ensuit, doit tenir compte de la représentation territoriale. En parlant de représentation territoriale, c'est un élément de rassemblement. Ça fait de telle sorte que, en Guinée, on le dit, que la Guinée, c'est une voiture à 4 roues, en faisant allusion aux 4 régions nationales. Donc, ça veut éventuellement dire qu'aujourd'hui, on s'en rend compte que toutes les nominations en République de Guinée, ça devient une obligation en termes de nomination. Et ça s'impose même au niveau des institutions. Ça s'impose au niveau des institutions où, pour des postes de responsabilité dans une entreprise, on tient compte de la représentation des 4 régions naturelles. Donc, ce sont des éléments qui rassemblent et qui ressemblent. Parce que lorsque la Basse-Guinée se retrouve dans ce gouvernement ou dans les institutions, la Basse-Guinée se sent à l'aise. C'est ça. La Moyenne-Guinée, la Haute-Guinée et la Guinée forestière. Mais au-delà de tout ça, au-delà de la ressemblance et du rassemblement, on doit mettre comme point nodal, point focal, ou point, je vais dire, le noyau de ces nominations, de ce rassemblement, la compétence. Voilà. Donc, si on prend ceux qui sont compétents dans ces régions, je pense que au-delà du rassemblement, au-delà de la ressemblance, il y a un développement qui suit. Voilà. Merci M. Touré pour ces éclairages apportés. Avant de poursuivre, nous allons nous tourner vers notre invité. Monsieur Mansaré, dites-moi, quelle est la place des femmes dans les mouvements citoyens en Guinée selon vous? Alors, moi je pense que les femmes occupent une place très importante dans les mouvements citoyens en Guinée, dans la mesure où le consultant vient de le rappeler tout à l'heure, selon les statistiques de l'INS, l'Institut national de la statistique, en attendant bien entendu les résultats du RGPH 4, le recensement guinéen, le recensement général de la population et de l'habitation, représentant 52% de la population guinéenne et avec des initiatives multiples sur le terrain. On peut dire que les femmes occupent véritablement une place capitale dans les activités citoyennes ou dans les mouvements citoyens. La preuve, c'est avec notre synergie. Vous avez une synergie nationale pour les élections à peser et au sein de cette synergie, il y a quasiment 5 structures. Parmi ces 5 structures, vous en avez 3 qui sont des structures féminines. Si je prends la composition de la synergie, vous avez 2 structures de jeunesse, notamment le Forum des jeunes des partis politiques et le Conseil national des jeunes de Guinée. Les 3 autres, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des femmes et filles, et le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Guinéenne en politique, le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des femmes et filles, et le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des femmes et filles, et le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des femmes et filles, et le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des femmes et filles, et le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des femmes et filles, et le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Guinéenne en politique, le cadre de concertation des femmes et filles, et le Conseil national des jeunes de Guinée, les 3 autres, la Gu
des partis politiques et le réseau des femmes anciennes, des femmes africaines anciennes ministres et parlementaires sont toutes des structures féminines. C'est pour dire donc que les femmes sont aujourd'hui très actives dans le paysage sociopolitique guinéen. Et c'est pour cette raison que nous avons trouvé utile d'être à leur chevet, parce que ce sont des dames braves, des dames qui regorgent aujourd'hui des expériences vérifiées, parmi elles des anciennes députées, parmi elles des anciennes ministres, parmi elles des anciennes directrices qui ont occupé des responsabilités au plus haut niveau. Et nous, en tant que jeunes dynamiques engagés, nous avons dit qu'il était vraiment utile qu'on vienne à côté de nos sœurs, à côté de nos mamans, pour des partages d'expériences et pour une synergie d'action pour le bien de la République de Guinée. Avant de poursuivre, nous allons en partir avec les témoignages sur la campagne référendaire à l'intérieur du pays. Je crois aujourd'hui, nous avons l'étape de Sigiri avec notre envoyé spécial Abdallah Kamara. Vous comprenez, le slogan de la nouvelle constitution, on dit que c'est une constitution qui nous rassemble et qui nous ressemble. C'est une réalité parce que tout simplement, c'est la première fois que les Guinéens, ça c'est eux-mêmes, de bâtir une constitution sans calquer sur quoi que ce soit. Donc on a pris en compte les réalités quotidiennes de notre vie, de la Guinée. Donc c'est une très belle constitution. C'est pourquoi nous demandons à tous et à toutes de voter oui pour Sigiri 100% et pour la fierté de la Guinée. Par rapport à la cohésion et à la paix entre les fils et filles de Sigiri, c'est une nécessité. C'est grâce à cette cohésion-là, aujourd'hui, que vous avez vu un tel masse. Si nous continuons avec un tel élan, je pense qu'aucune préfecture en Guinée ne peut se moquer de nous. Donc, si nous voulons réussir, si nous voulons que notre pays, notre soit développé, si nous voulons que nos enfants soient à l'aise, il faut qu'on se donne les mains. Donc aujourd'hui, l'exemple a été donné. Tous ceux qui pensaient autrement ont vu le contraire. Donc entre les filles et les fils de Sigiri, c'est la cohésion, c'est la paix et l'entente.
Chez Mondial Express, nous transformons vos voyages en une expérience inoubliable. Faites confiance à notre expertise pour des services de qualité supérieure. Grâce à notre service d'assistance visa, simplifiez toutes vos démarches administratives à travers nos experts. Avec notre service billetterie, réservez vos billets pour toutes les destinations du monde avec facilité. Profitez de notre flotte de véhicules modernes et fiables pour tous vos déplacements à travers notre service de location de véhicules. Grâce à notre service d'évacuation sanitaire, comptez sur notre service réactif et professionnel pour vos besoins médicaux à l'international. Assurez-vous d'un environnement impeccable avec nos services de nettoyage de qualité. Transportez vos marchandises en toute sérénité grâce à l'expertise de notre service de transit. Développez vos compétences d'agent de voyage avec nos formations spécialisées suivies de stages pratiques au sein de nos équipes. Contactez-nous dès aujourd'hui au plus 224 613 00 39 69 ou au plus 224 613 00 39 70. Nous sommes situés à Mankpa, 4e avenue, immeuble Dabo, commune de Kaloum. Visitez notre site internet au www.mondialexpress.net. Mondial Express, chaque voyage est une histoire. Kavi TV, la télé du développement. Vous pouvez désormais suivre l'ensemble de nos programmes via notre application disponible sur Play Store et App Store. L'information est le meilleur carburant pour faire fonctionner les machines pour un développement durable. La photographie de l'actualité, c'est aussi sur siaminfo.com, notre plateforme dynamique. Chers téléspectateurs, bonsoir à tous et bienvenue dans votre émission. Monsieur Bangora, bonsoir. Monsieur Tono, bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Sur le plan national comme sur le plan international, quel sentiment t'anime? Tu ne m'as même pas laissé essayer une fois au moins. La campagne référendaire bat son plein à l'intérieur du pays. Vous avez visionné les témoignages recueillis par notre envoyé spécial à qui nous disons merci. Monsieur Touré, le oui à 100%, vous avez vu nos ministres d'État, le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce que vous pensez de tout cela? Ben écoutez, comme je le dis toujours, la campagne vise à permettre aux populations de pouvoir voter le 21 septembre. Donc je pense que c'est ce processus-là qui continue de par les représentations étatiques à l'intérieur du pays pour défendre leur position, c'est-à-dire la position du oui. Donc c'est de bon gré. Je pense que c'est de cette même occasion que la synergie représentée, c'est M. Mansaré, évolue toujours dans cette même lancée-là. Donc la campagne, c'est de bon gré, mais je l'insiste toujours, il a dit, et je continue de l'insister, que ces campagnes doivent être des campagnes d'éducation, des campagnes de formation, des campagnes de sensibilisation sur le processus électoral, sur le processus de vote, sur comment voter, pourquoi vous devez voter et qu'est-ce que ça va nous donner. Et toujours dans ces lieux reculés et autres, j'insiste toujours qu'au-delà du rassemblement, au-delà du regroupement, on doit véritablement mettre en place toutes les stratégies pour faciliter le vote de ces citoyens-là. Est-ce que les citoyens sont assez outillés le jour du vote? Est-ce que les citoyens connaissent leur bureau de vote? Est-ce que les citoyens comprennent comment voter? Est-ce que les citoyens savent, ont leur carte d'électeur? Parce que
beaucoup peuvent être dans cette manifestation, dans ce mouvement, mais n'ont même pas retiré les cartes d'électeurs. Donc je pense que ces campagnes-là, ça devait être la stratégie, se rassurer que tous ceux qui sont présents là, ont leur carte d'électeur. Et aller au lieu de distribution des cartes d'électeurs pour faciliter, aider même les citoyens à rechercher leur carte d'électeur. C'est une forme de campagne. À rechercher leur carte d'électeur. Parce que certains n'ont pas étudié, certains ne savent pas lire ni écrire. Et certains même avec ce lot de cartes d'électeurs risquent de se décourager. Mais si nous venons de Conakry, on va vers eux, on les aide à rechercher les cartes d'électeurs, on les aide à faciliter l'obtention de cette carte. Je pense que en retour, ça leur encourage, même s'ils ne comprennent pas, ils auront eu un élément de redevance. Ils m'ont aidé à avoir cette carte-là, je vais aussi les aider à voter. Alors, nous avons vu ces vidéos. Est-ce que vous pensez que, comment on appelle, cette campagne référendaire est en train de passer à côté de des objectifs que vous venez de citer par rapport au processus électoral? Bon, là, je pense que, plus ou moins non. Non, c'est campagne parce qu'au-delà de tout, quand on écoute les discours, on se rend compte que ces représentants, ces ministres, dans leur discours, ils expliquent quand même où est-ce qu'on doit voter, comment on doit faire. D'accord? Parce que chacun, ils ont le spécimen pour montrer aux personnes. Parce que la population, j'aime pas trop l'alphabet illettré, ils sont beaucoup plus attirés par l'image. Donc en leur montrant l'image du spécimen et le lieu où voter, je pense que c'est une forme d'éducation. Donc la campagne n'est pas passée, n'a pas outrepassé l'objectif parce que dans tous les discours, c'est le oui. C'est le oui, c'est le oui. Et tout à l'heure, dans cette vidéo, on a vu que le ministre même s'exprimait en malinké. En malinké pour permettre aux populations de la Haute-Guinée, notamment de Séguéri, de comprendre non seulement sa présence, pourquoi ils sont là et comment est-ce qu'il faut voter. Donc, de part et d'autre, la campagne suit son cours et puis ils sont toujours sur leur ligne droite. Monsieur Yati Amansari, avant de poursuivre la lecture des articles, est-ce que vous avez un avis par rapport à ces vidéos? Effectivement, j'ai aussi un avis sur ce témoignage du déroulement de la campagne à l'intérieur. C'est vrai qu'aujourd'hui, il y a 3 tendances. Je dis 3 parce que il y a une tendance qui pense que c'est le oui qui doit remporter à l'occasion de ce scrutin du 21 septembre. C'est le cas de tous ceux qui partagent la vision du gouvernement, de tous ceux qui sont acteurs étatiques et qui sont déployés aujourd'hui sur toute l'étendue du territoire national. À l'opposé, il y a une autre tendance qui estime que certains engagements n'ont pas été tenus depuis le début de cette transition. Et cette tendance pousse ou appelle à voter contre ce texte constitutionnel. Nous, la synergie nationale pour des élections apaisées, nous avons une démarche différente de ces 2 tendances. C'est pourquoi vous verrez que dans toutes nos communications, nous ne faisons pas d'orientation. Nous sommes dans une démarche pédagogique qui consiste dans un premier temps à amener nos concitoyens guinéens à s'approprier du contenu des 199 articles que compose ce projet de nouvelle constitution. Et comme je l'ai dit à l'entame, ce projet de nouvelle constitution qui doit être soumis au vote référendaire le 21 septembre n'est ni pour une tendance, ni contre une tendance. Et il doit être en réalité pour la République de Guinée, donc pour la nation guinéenne. C'est pourquoi nous sommes dit que bien qu'il y a 2 tendances, nous optons pour une tendance conciliatrice qui consiste vraiment à pousser tout un chacun à s'approprier du contenu des dispositions que comporte cette constitution afin que le 21 septembre 2025,
que chacun aille librement, en toute conscience citoyenne et en toute responsabilité, aller exprimer sa voix sur la base de sa compréhension du contenu de ce texte constitutionnel. Et cette démarche, elle est difficile parce que ne suivant pas les deux tendances qui s'affrontent. Nous nous mettons au-dessus de ces deux considérations et nous poussons, nous invitons tout un chacun à s'approprier et à aller s'acquitter de son devoir de manière citoyenne et dans la paix et la responsabilité. C'est pourquoi, dans la journée d'hier, au compte de nos différentes activités, nous nous sommes mis, puisque nous sommes dans une démarche explicative, dans une démarche pédagogique, nous avons eu à faire des productions de capsules vidéo, dans lesquelles capsules on explique dans les différentes langues du terroir, également dans la langue française, comment est-ce qu'il faut aller dans un centre d'enregistrement pour aller rechercher sa carte d'électeur. Parce que après tout, c'est l'arme de votre voix. C'est cet outil qui vous permet de démontrer le jour du scrutin que vous êtes aussi guinéen et que vous existiez. Donc, dans ces capsules vidéo, il ressort comment est-ce qu'il faut aller vraiment chercher sa carte d'électeur. Et une fois la carte d'électeur obtenue, comment identifier dessus son bureau de vote. Et nous leur demandons, à travers ces capsules vidéo aux citoyens, de savoir bien prendre soin de sa carte d'électeur et de se préparer pour le jour du scrutin. Une fois la date du scrutin arrivée, que chacun se lève sur la base de la compréhension qu'il a eue sur le contenu de la nouvelle constitution, aller voter librement. Ces différentes capsules, nous allons à partir d'aujourd'hui commencer à les diffuser sur les réseaux sociaux puisque nous sommes à l'ère numérique. Nous allons l'envoyer à nos démembrements au niveau de l'intérieur du pays pour que ça soit partagé de façon large afin que les uns et les autres puissent comprendre vraiment tout le mécanisme du processus référendaire. Et encore une fois, nous insistons à ce que chacun fasse preuve de responsabilité, que chacun fasse preuve de citoyenneté et que chacun agisse dans l'intérêt supérieur de la nation guinéenne. Donc alors, voilà. Votre synergie CONAGEP, est-ce que vous collaborez avec d'autres institutions, par exemple les religieux? Et pour l'instant, c'est un début parce que la synergie a été mise en place il y a juste quelques jours. Et pour l'instant, c'est 5 structures. Ce sont les jeunes des partis politiques, le Conseil national des jeunes de Guinée qui regorge ou qui regroupe l'ensemble des jeunes guinéens. Et à côté, la structure qui regroupe les femmes engagées en politique, qui est la Guinéenne en politique. À côté de cela, la structure qui regroupe les jeunes filles engagées en politique et les femmes, qui est le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques, et aussi le réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires. Donc pour le moment, c'est avec 5, c'est une synergie qui se met au-dessus de la mêlée et qui œuvre vraiment pour la cohésion, pour la paix, bref, pour le déroulement des élections apaisées. Vous verrez, on ne va pas se limiter seulement à l'élection référendaire. Après l'élection référendaire, il suivra les élections communales, les élections législatives et même l'élection présidentielle. Donc, au cours de tout ce processus, bien sûr, bien entendu, nous verrons la nécessité, la possibilité d'aller vers d'autres structures à dimension nationale pour que nos actions soient encore beaucoup plus fortes pour la nation guinéenne, pour le peuple de Guinée.
Le démembrement existe-t-il dans toutes les régions de la Guinée? Bien sûr, bien sûr. On a mis en place une stratégie. Si je prends par exemple le Conseil national des jeunes de Guinée, c'est une structure qui est représentée sur toute l'étendue du territoire national jusque dans les sous-préfectures. Quand vous prenez le Forum national des jeunes des partis politiques de Guinée également, nous existons dans les 8 régions, les 33 préfectures et dans 229 sous-préfectures. Quand vous prenez le cadre de concertation des filles et femmes des partis politiques, tout comme la Guinéenne en politique et le réseau des femmes anciennes ministres et parlementaires, ces structures sont toutes représentées sur toute l'étendue du territoire national. Donc on a déterminé un quota que chacune des structures doit mobiliser par localité et que nous expliquions tout ce que je viens de détailler sur ce plateau à ces démembrements. Et l'opération que nous sommes en train de mener aujourd'hui, depuis hier qu'on a lancé à Conakry, nos démembrements vont aussi se mettre en synergie d'action. Donc les différentes structures par localité, si je prends le cas de Mamou par exemple, le FONAGEP, les délégués du FONAGEP vont se mobiliser, les délégués du CNJ vont se mobiliser, les délégués du REFAMP vont se mobiliser, les délégués de la LGP vont se mobiliser, de même que les délégués du CCF-PPG. Donc c'est l'ensemble de ces délégués qui vont se constituer en panier commun pour continuer à dérouler, à faire le relais de ce que la coordination nationale de la synergie est en train de faire ici du côté de Conakry. Ils continueront aussi à faire le relais de la même chose au niveau de toute l'étendue du territoire national, bref, dans les 46 circonscriptions électorales. Dans les 46 circonscriptions nous allons partir avec Amanatou Diallo pour la lecture des articles. Avant bien de procéder à la lecture du prochain article, j'aimerais bien adresser une question à M. Yatigna Massari. Vous dites que vous êtes dans une démarche plutôt différente, vous êtes dans une démarche explicative, c'est-à-dire que vous n'êtes pas dans cette campagne de oui ou de non, vous êtes plutôt dans une démarche d'explication. Vous voulez d'abord que les citoyens guinéens comprennent le contenu du projet de nouvelle constitution bien avant de les inciter à voter pour un oui ou pour un non, n'est-ce pas? Bien Alors, sûr. Donc, quelle est la finalité de tout ça? La finalité de tout cela, c'est le renforcement ou la consolidation du processus démocratique de notre pays qui est en construction. Vous savez, en démocratie, il y a des règles, notamment celle de la volonté de la majorité qui doit toujours primer. Donc nous nous sommes dit, il faut donner la latitude aux citoyens guinéens de pouvoir décider, de pouvoir choisir en toute liberté et en toute conscience citoyenne. Voilà pourquoi notre démarche, comme je l'ai dit, elle est pédagogique, elle consiste à expliquer aux uns et aux autres quel doit être leur devoir et quels sont leurs droits. Comment est-ce qu'il faut exercer le devoir qui consiste à s'approprier du contenu de la nouvelle constitution, à retirer sa carte d'électeur le jour du scrutin, à aller s'acquitter de son devoir citoyen en votant librement selon sa conscience citoyenne et à rester dans le calme, dans la paix, à l'attente des résultats. Une fois les résultats publiés, rester dans l'optique de respecter les résultats qui sont sortis des urnes. Et c'est par cela que la démocratie pourrait triompher dans notre pays pour le salut de tout le peuple de Guinée. Merci M. Massari. Nous allons donc procéder à la lecture du 86e article de ce projet de nouvelle constitution. Article 86. Le Premier ministre est responsable de la promotion de la bonne gouvernance. Il impulse et veille à la cohésion de l'action de l'administration centrale et des administrations déconcentrées et décentralisées. Chapitre 2 du gouvernement. Article 87. Le gouvernement définit et met en œuvre la politique de la nation sous l'autorité du président de la République. Le gouvernement est constitué du Premier ministre et des ministres.
Le Premier ministre et les autres membres du gouvernement sont solidairement responsables des décisions du Conseil des ministres. Ils sont solidairement responsables devant le président de la République. Article 88. Les membres du gouvernement sont responsables des départements ministériels qu'ils dirigent devant le Premier ministre. Tout membre du gouvernement auquel le Premier ministre requiert des informations, des documents ou des explications liées à la gestion de son département est tenu d'y répondre. Article 89. Les membres du gouvernement sont responsables devant le Parlement dans les conditions définies aux articles 134 et 135. Article 90. La fonction du membre du gouvernement est incompatible à tout autre mandat électif et à toute activité professionnelle publique ou privée rémunérée. La fonction de membre du gouvernement donne droit à des avantages et à des privilèges définis par la loi. Merci Amanatou Diallo pour cette présentation. Avec vous, Monsieur Touré, cette fois-ci, nous allons parler de la participation citoyenne. Quelle place accorde ce texte à la citoyenneté active? Va-t-on vers une démocratie participative ou reste-t-on dans un modèle représentatif classique? Ben écoutez, votre première hypothèse prouve déjà que nous sommes dans la démocratie participative à travers ce projet de nouvelle constitution qui, auparavant, fut d'abord une consultation nationale de toutes les couches de la société et qui, finalement, a permis la rédaction de cette constitution. Et en retour, la constitution revient vers la population pour leur exposer tout ce que la population a pu dire lors des constitutions. Est-ce que ça a été pris en compte et tout ce qui s'ensuit? Je pense que c'est dans ce sens-là que toutes les campagnes et toutes les sensibilisations visent à informer, à éduquer les différentes populations. Donc la Constitution accorde une importance à la citoyenneté active. Parce que qui dit la citoyenneté, c'est le rôle des citoyens dans la vie politique et dans la vie sociale du pays. Et c'est ce rôle-là des citoyens dans la vie politique et sociale du pays vise à faire la promotion des principes de la participation, de la transparence et de la représentativité. En parlant de principe de participation, je pense qu'aujourd'hui, un citoyen guinéen est libre d'appartenir à un parti politique, à une vie associative, à la liberté d'appartenir à tout groupe social. Donc c'est déjà une participation. La transparence, parce que tout à l'heure vous avez lu l'article 89-90 je crois, le Premier ministre là et les membres du gouvernement sont interdits à partir du moment où, et même le président de la République, à partir du moment où nous occupons un poste de responsabilité politique visant à gérer le pays, nous sommes interdits d'occuper une autre fonction rémunératrice. D'accord? Donc là, c'est déjà un élément de transparence. Et toujours allant dans le sens de l'élément de transparence, vous savez que nous sommes aujourd'hui dans un régime bicaméral. Il y a l'Assemblée nationale et le Sénat. Et le Sénat désormais a la possibilité, le Sénat va contrôler les nominations, le Sénat va participer même au choix des fonctionnaires. Donc ça, c'est une transparence. Toujours dans la notion de transparence, vous vous rendez compte que le président et les membres du gouvernement ont le devoir de présenter, de faire la déclaration officielle de leurs biens avant et après le mandat. Donc ça nous permet de comprendre et tout ça. Toujours dans la transparence là, tout citoyen, on a la possibilité d'écrire des pétitions pour vraiment démettre un ministre ou bien un haut fonctionnaire. D'accord? Donc tout ça, c'est des éléments qui sont pris en compte dans cette nouvelle constitution. En parlant de responsabilité, vous conviendrez avec moi qu'il y a des articles qui nous parlent aujourd'hui pour la nomination d'un haut cadre. Lorsque vous êtes nommé à une haute fonction de la République, la nomination est tributaire à votre probité morale. La nomination est tributaire à votre sens de responsabilité.
Donc ça veut éventuellement dire que qui doit gérer le pays doit être en mesure de gérer le pays, non pas se gérer ou se servir, mais servir le pays. Vu que, et ça répond directement, je pense, qu'au principe de la démocratie qui fait parler du pouvoir. C'est le pouvoir pour le peuple. Pour le peuple, exactement. Voilà, donc par conséquent, c'est un pouvoir qui doit revenir au peuple. Et pour que ce pouvoir revienne au peuple, il faut une certaine responsabilité. La responsabilité, c'est quoi? La responsabilité, ça veut dire c'est le respect des différents engagements qui vous assigne un poste de responsabilité. Donc ça veut dire que l'ensemble des différents articles, l'ensemble des différents textes de cette nouvelle constitution, si ces textes-là sont appliqués dans les règles de l'art, je pense que chacun pourra comprendre la responsabilité des uns et des autres. Parce que, pour terminer, il faut dire que cette constitution garantit des droits fondamentaux. Donc, la liberté d'expression est garantie. Le droit de vote, comme nous sommes en train de dire, en parlant de droit de vote, c'est aussi une participation citoyenne. Le droit de se réunir. Donc, tout ça, c'est essentiel pour ce que nous appelons la citoyenneté active. Il n'y a pas de citoyenneté active sans liberté d'expression, sans liberté de droit de se réunir, liberté de voter et tout ce qui s'ensuit. Okay. Le citoyen est-il véritablement donc reconnu comme acteur politique dans cette nouvelle architecture institutionnelle, comme tu es en train de le citer? Mais oui, c'est un acteur politique parce que c'est les citoyens qui votent. C'est les citoyens qui participent aux élections, c'est les citoyens qui, aujourd'hui, sont l'émanation véritablement de ces différentes lois ou articles qui sont écrits là. Donc, il faut obligatoirement la participation citoyenne. Sinon, posons-nous la question de savoir, mais pourquoi aujourd'hui nous parlons de campagne? On parle de campagne, c'est donner la responsabilité aux citoyens pour leur faire comprendre que la chose étatique là, ça appartient aux citoyens. C'est le citoyen qui donne le pouvoir. Je reviens avec la première hypothèse même de la définition d'Abraham Lincoln de la démocratie. C'est le pouvoir du peuple. Donc ça appartient au peuple. Le pouvoir n'appartient pas au gouvernement ou quoi que ce soit. C'est le peuple qui a le pouvoir. C'est le peuple qui donne le pouvoir. Mais vu qu'on ne peut pas donner le pouvoir de façon anarchique, voici pourquoi il y a la deuxième hypothèse qui parle du pouvoir par le peuple. Donc c'est un pouvoir du peuple, mais pour pouvoir avoir ce pouvoir, il faut passer par le peuple. Et le peuple doit s'exprimer à travers une élection, à travers un vote. Donc, librement choisir celui qui sera en charge de leur gouvernement. Et c'est à la suite de cela, la légitimité et la légalité s'expriment. Et on lui laisse gérer. Et lui, en retour, d'où l'idée de transparence et de responsabilité pour respecter l'ensemble des engagements, des préoccupations, des ambitions, des visions et des objectifs qui ont poussé le peuple à porter ton choix sur X ou de Y, ou sur Y. De bons éclairages apportés par M. Mahmoud Touré sur la Constitution. Nous allons avec vous, M. Yatinha Mansaré. Dites-moi, aujourd'hui, vous êtes président d'une synergie d'action qu'on appelle FONAGEP. Depuis quand êtes-vous impliqué dans la vie citoyenne ou politique en Guinée? Alors, je rappelle que le Forum national des jeunes des partis politiques est aujourd'hui une structure nationale dans la mesure où elle est présente sur toute l'étendue du territoire national et elle existe depuis maintenant 12 ans parce que le forum, le premier bureau a été mis en place en 2013. Je suis le 6e président en exercice du bureau exécutif et c'est d'ailleurs l'occasion pour moi de rendre hommage à tous mes prédécesseurs. Je pense au président Mfali Kamara, au président Ibrahim Teliko Bari, à la présidente Mariama Diédié Diallo, au président honorable Habib Baldé, au président Alseni Bangoura qui m'ont tous précédé à la tête de cette grande plateforme qui
unit et rassemble l'ensemble des jeunes des partis politiques de Guinée. Et à côté de cela, je voudrais aussi rendre hommage à mes amis du Conseil national des jeunes de Guinée, le président Abdoulaye Ghané, et à nos sœurs et mamans avec lesquelles nous sommes en train vraiment d'œuvrer de manière citoyenne à l'apaisement du climat sociopolitique, à l'apaisement des élections en Guinée. Je pense à la présidente Aïssata Dafé, à madame la porte-parole Aïcha Bobo Bari, et aussi à la présidente Makale Kamara de la LGP. Donc à toutes ces dames, à tous ces amis avec lesquels nous œuvrons ensemble, je dis continuons à œuvrer pourvu que le peuple de Guinée gagne. Et pour le 21 septembre 2025, allons à l'unisson, chacun avec sa compréhension du contenu du texte constitutionnel, allons exprimer nos voix, allons voter librement dans la responsabilité de manière citoyenne et revenons dans le calme, dans la paix. Attendons que les résultats soient publiés et respectons le choix des autres pour le bien de notre démocratie, de notre nation guinéenne, et je vous remercie. Allons exprimer nos voix, allons voter dans le calme, dans la paix. Ce sont les mots de notre invité de ce matin, M. Yatinya Mansaré. Je rappelle qu'il est président du FONAGEP. Nous sommes donc au terme de cette émission. Le scanner, votre émission d'analyse et de décryptage. Merci à tous. Merci à nos invités. M. Mahamoud Touré, notre consultant analyste social politique. Notre invité de tous les jours, c'est toujours un plaisir de partager ce plateau avec vous. Plaisir partagé, merci et merci à tout le monde. Merci M. Yatinya Mansaré, président du FONAGEP. Merci à vous d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous également. Merci à vous également, Amanatou Diallo, pour cette belle présentation du contenu des articles de la Constitution. Merci Fatoumata Kébé et merci à nos millions d'auditeurs et téléspectateurs. À vous, chers téléspectateurs et auditeurs de Kavi Média, merci à vous. À très bientôt pour un autre numéro du Scanner.